stabilise. D'accord. Alors, beaucoup pensent que cette publication s'est effectuée maintenant dans le but de préparer les esprits par rapport à l'adresse du chef de l'État à la nation. Ben oui, mais c'est tout à fait normal quand même, non? Toutes les institutions, toutes les décisions qui sont prises sont prises dans le sens d'harmoniser les choses. Je vous ai dit tout à l'heure, les institutions qui ont été mises en place, toujours dans le sens de donner de la cohésion, de la cohérence. Maintenant, le chef d'État va s'exprimer. Il avait dit la fois passée, bientôt, une gouvernement de cohésion nationale sera mise en place avec un liminaire, c'est qu'il sera donné comme mission à ce gouvernement. Il va le dire certainement maintenant avec des points précis, ce qu'il attend de ce gouvernement de cohésion nationale, et chaque acteur va pouvoir donner le meilleur de lui-même. L'essentiel, que c'est le Congo qui gagne, ici à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays. Je vous l'avais dit, ici même, que nous aurons notre ministère des Congolais de l'étranger. Et je suis fier aujourd'hui, madame, de vous le dire, droit dans les yeux, que souvent ce que je vous dis, ça se réalise. Nous nous sommes battus, maintenant nous avons ce ministère qui va s'intéresser de tous les problèmes des Congolais de la diaspora. Et je sais que nos compatriotes en ce moment me suivent à l'étranger, notamment à Paris. Eh bien, tous ceux qui voulaient travailler pour la République, c'est le moment. Tous ceux qui avaient envie d'apporter leur contribution au débat national, que ce soit directement ici au niveau du ministère, que ce soit au niveau des points de relais à partir de là où ils sont, c'est le moment. Il y a aujourd'hui les nouvelles technologies d'information et de la communication, tout ce qu'on a toujours voulu dire, faire, eh ben, voilà, le débat est là, l'espace est ouvert, c'est le moment de travailler. C'est bien bon, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que sans l'UNC et l'UDPS, cet arrangement n'est rien? Écoutez, il n'y a pas d'arrangement du tout. Et puis, n'oubliez pas que le Congo, c'est 80 millions d'habitants. Y compris l'UDPS et l'UNC. Y compris l'UDPS. Le Joseph Kabila a été élu pour gouverner tous les Congolais, y compris l'UDPS et l'UNC. On ne peut pas contenter les 450 partis politiques du Congo, quand même. Mais l'UNC, l'UDPS, mais on est en démocratie. Rappelez-vous. C'est parmi les partis phares de l'opposition. Ben, phare, c'est vous qui le dites. Hein. Est-ce que les Congolais ont dit que c'était phare? Ah non, non, c'est vous qui le dites. Et d'après vous, hein, une petite parenthèse que j'ouvre, quel est le parti phare de l'opposition? C'est le MLC en ce moment-ci. Écoutez, on regarde en termes de groupes parlementaires au Parlement. Qui a plus de députés au Parlement aujourd'hui? Répondez à votre propre question. Ah non, non, c'est vous qui posez les questions. Moi, je ne vais pas répondre. Je dis tout simplement que aujourd'hui, nous avons l'opposition et la majorité, autrefois, qui se sont mis ensemble, plus la société civile, pour gérer la République. C'est le cas, c'est la cohésion nationale. Chacun doit porter des idées. Cela ne veut pas dire qu'on doit rassembler les 450 partis politiques, plus les ONG. Mais vous ne mettez quand même pas l'UDPS dans le lot de 450 partis politiques. Ça fait partie des partis politiques, madame. Mais si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui comme débat au sein de l'UDPS, entre des bases qui s'entre-déchirent, Etienne Tshisekedi lui-même qui n'est pas là, si vous regardez ce qui se passe au sein de l'UNC, écoutez Bitakwira, il va vous dire, Bitakwira. Il va vous dire... C'est là empêcher qu'il puisse se retrouver dans le parti, et aussi, il y a aussi une cacophonie profonde au sein du MLC. Mais ça n'a vraiment quand même pas empêché au chef de l'État de jeter un coup d'œil de ce côté-là. Écoutez, on ne va pas forcer quelqu'un à travailler pour le Congo. Très bien. On ne va pas le forcer, c'est la démocratie. En 2006, lorsque on devait voter notre constitution par référendum, l'UDPS a refusé d'y participer. Le Congo a avancé quand même. Ils ont quand même rejoint la République en 2011. Si aujourd'hui, Vital Kamerhe ne pense pas qu'il peut apporter sa contribution à l'avancement du Congo, c'est son droit. La guerre, on l'a faite à l'Est sans lui. À Kinshasa, aujourd'hui, les gens sont en train d'œuvrer pour qu'il y ait la stabilité du pays, que les choses se fassent. Boukangalonze, ça se fait sans lui, même s'il dit que rien ne s'est fait au Congo. Mais la mauvaise foi, madame, la mauvaise foi, c'est traduit par quoi? Par la désillusion. C'est ça qui est plus important, la désillusion. La désillusion, c'est les rêves des gens qui mentent à longueur de journée. Vous savez, quand vous mentez, il en restera quelque chose. Le Congo, lui, qui dit la vérité. Il avance, mais si vous mentez par rapport à la réalité, vous dites il ne se passe rien au Congo, on voit les routes, on voit l'économie, on voit les infrastructures, on voit les écoles, etc. Vous vous dites il ne se passe rien. Mais c'est le peuple qui vous confond, Dieu y compris. Alors, beaucoup pensent que la désignation de Michel Bongongo
et dans le but de séduire Kengo, parce que nous savons tous qu'il s'est dit opposé à toute manœuvre, à toute tentative de changement de constitution, et surtout en ce qui concerne l'article 220. Non, madame, quand le président Kengo a co-présidé les concertations nationales, c'était pour les séduire par rapport à quoi? Il a co-présidé avec Obé Minaku. La cohésion nationale, il a donné un avis contraire en ce qui concerne le changement de la Constitution. Ça n'a strictement rien à voir. La cohésion nationale, ce n'est pas une affaire de Constitution, c'est une affaire de la gestion, comme pendant la transition, de l'État. Et ceux qui servent l'État n'ont rien à voir avec les débats conjoncturels. Ce qui est plus important, madame, c'est qu'aujourd'hui, tous les fils et filles de ce pays travaillent ensemble. Léon Nkongo Ndondo, c'est un homme d'État qui a travaillé pendant longtemps dans les institutions. Deuxième République, aujourd'hui, il est encore aux affaires. Il a sa plupart de ses collaborateurs, Bongongo, Franck Malila et les autres, Petit. Tous ces gens-là, ils sont là pour travailler pour la République. Ce n'est pas un partage des gâteaux. Ce n'est pas une association des points de vue. Un gouvernement doit être au service de la nation et ça sera le cas. Maintenant, tout le monde au travail. Et vous allez écouter le chef de l'État, ce qu'il va dire, c'est ça, ce qui sera appliqué par l'ensemble de cette équipe gouvernementale. Alors on va dire comme ça que vous avez eu le point de vue de Kengo, il est tout à fait d'accord, et Kamere pas du tout, Tshisekedi non plus. Par rapport à quoi? Par rapport à la formation du gouvernement. Je vous ai dit que le gouvernement de cohésion nationale, ce n'est pas l'église où tout le monde arrive et dit Amen. Nous sommes 80 millions... Mais c'est censé être de cohésion nationale. Attendez, cohésion nationale, ça veut dire regardons dans le même sens. Et vous pouvez être aussi... Dans l'église, on regarde dans le même sens, vers Jésus-Christ, vers... Oui, d'accord. L'église, on dit Amen à chaque fois. Mais ici, on ne dit pas Amen à chaque fois. C'est le cas d'un gouvernement de cohésion nationale. Non, madame. En principe, cela, dans un gouvernement de cohésion nationale, vous avez l'objectif ultime, c'est les intérêts du Congo qui doivent être défendus. D'accord? Pour le moment, nous avons beaucoup de nos compatriotes. Opposition, majorité. Est-ce qu'en ce moment, on peut parler de cohésion au sein de notre nation? Bien entendu. Est-ce que vous avez écouté, là, depuis que le gouvernement est mis en place, tous les membres qui ont été mis dans ce gouvernement, quelqu'un a fait une déclaration contraire? Non, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont quand même des parce qu'ils voient les choses de la même manière. François Hollande, il a mis en place un gouvernement, au bout de quelques jours, il y a eu 3 démissions. C'est pas moi qui dis, c'est la situation. Mais vous ne comparez pas les réalités françaises aux réalités congolaises. Mais parce que la plupart de vos amis, ils copient là-bas. Les Français eux-mêmes ne copient pas ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une longueur d'avance. Oui. Sarkozy, il a beaucoup copié. Et la comparaison n'est pas raison, dit-on. Oui, oui, mais lorsque François Hollande tousse à Dakar, tout le monde applaudit ici, quand même en premier. Donc c'est pour ça que je veux dire que vous copiez beaucoup et vous copiez parfois les yeux fermés. Autrefois c'était Lula, ce n'est plus à la mode, c'est tout ce qui s'est fait contre le Congo. À chaque fois contre le Congo, vous copiez. D'accord, d'accord. On va parler de révision de la Constitution. En moins d'une semaine, ce sera la clôture de la session parlementaire en cours. Mais on constate quand même, à la veille de quelques jours qui restent, que la loi portant révision de quelques articles de la Constitution n'est toujours pas débattue au Parlement. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, je dois vous rafraîchir la mémoire. C'était une proposition de loi du gouvernement, quand même. Je dois vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, comme je l'avais dit ici, toute constitution est susceptible d'être modifiée, amendée. C'est prévu aussi au sein de la Constitution. On veut bien. Deuxièmement, le président de la République, Joseph Kabila, n'a jamais dit que je vais changer ou modifier la Constitution, parce qu'il est le garant. Donc, si un gouvernement qui a aussi l'initiative, comme le référendum, comme enfin, il y a beaucoup des sujets, si vous voulez bien, des sources de modification des constitutions qui existent, avait initié un projet qui n'a jamais été débattu. C'est dans ce droit. Il n'y avait pas que ce projet-là, il y a d'autres projets, la construction de telles routes, de tels bâtiments. Aussi longtemps que ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée et débattu, eh ben, peut-être la session ici va se terminer et que la prochaine session, on va pouvoir peut-être en parler. Mais ce qui nous importe, nous, Congolais, c'est quoi? C'est qu'on regarde la stabilité de notre pays, que les choses se fassent dans le sens de la productivité, du rayonnement de notre pays, que ce qui se passe dans le sens de donner à manger aux Congolais, de leur donner un avenir meilleur, se passe. Que ce soit avec cette constitution ou que ce soit avec une autre constitution, l'essentiel c'est le profit du Congo, madame.
Tous les restes, ce ne sont que des débats de spéculation conjoncturelle, du suivisme. J'ai entendu quelqu'un dire oui, Burkina Faso, mais ce que nous avons connu au Congo durant une quinzaine d'années, les Burkinabés n'ont pas connu tout cela. Ce que nous continuons à connaître à Béni ou dans d'autres pays, enfin dans d'autres contrées de notre République, ça ne se fait pas dans d'autres pays d'Afrique. Il ne faut pas faire de la photocopie pâle des situations d'ailleurs par rapport à chez nous. Nous avons, nous, un courage extraordinaire de maintenir la cohésion nationale, de maintenir la stabilité du Congo depuis très longtemps, avec beaucoup de courage, malgré les agressions et les guerres qu'on nous mène injustement par nos voisins. Instrumentalisent parfois nos propres compatriotes qui suivent, excusez-moi du terme, bêtement les injonctions des officines obscures à travers le monde. Alors que dites-vous, que pensez-vous du fait que Délice Sanga, lui-même qui a introduit la loi portant révision de la loi électorale, il a introduit à l'Assemblée nationale, il ne veut plus qu'on en débatte. N'est-ce pas un signal fort? Écoutez, Délice Sanga, c'est un député. Si lui, il dit son projet, peut-être il faut qu'il réécrive encore, hein, parce que ça date d'un moment, déjà depuis 2012 hein, qu'il avait préparé ça. Il y a d'autres députés qui peuvent initier. Donc vous pensez que quand quelqu'un réfléchit un matin, dans l'après-midi, quelqu'un d'autre ne peut pas réfléchir? Non. Peut-être qu'il est en panne d'inspiration, Délice Sanga. Il faut peut-être lui donner quelques bouquins de droit. C'est un très bon juriste, par ailleurs. Mais si quelqu'un est en panne, il faut un peu l'activer pour qu'il remonte un peu, je dirais, au devant de la scène. Les élus sont là pour nous proposer des sujets, des projets de loi, des motions. C'est très important. C'est très important. Mais alors, d'une part... Il faut qu'ils justifient un peu leur salaire, non? Alors, d'une part, les péperdiens que vous êtes... Ah, je ne suis pas péperdi du tout. Voilà, vous n'êtes pas informé. Vous êtes kabiliste? Non, je ne suis pas kabiliste. Je suis congolais et fier de l'être. Et je suis quelqu'un qui partage la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, qui est un grand homme pour notre pays. Alors, qui fait énormément de choses. Et l'histoire est en train de lui donner raison. D'une part. Et ceux qui se cachent et qui sont souvent hypocrites, il faut qu'ils l'affirment. Vous savez le nombre de gens qui m'appellent moi en douce d'une part, pour dire non, non, attendez, que je vous rafraîchisse juste nous devons gérer les temps. Je vous dis tout simplement que travailler avec le président de la République, Joseph Kabila, c'est un honneur. Et rares sont des Congolais qui vous diraient le contraire. Vous travaillez avec Joseph Kabila, n'est-ce pas? Oui, et je l'affirme. Et je suis fier de le faire. Alors, d'une part, le PPRD, quelques membres du PPRD, PPRD, c'est un parti politique. Vous n'en faites pas partie, ne justifiez rien, monsieur Kassamba. Non, je ne justifie pas, je suis en place, c'est un parti politique. J'ai beaucoup d'amis qui sont, beaucoup de nos compatriotes qui sont. Quelques membres du PPRD, dont vous n'en faites pas partie, tiennent mordicus au changement de la Constitution. Mais c'est leur point de vue. D'autre part, oui, il y a les idées de Fayoulou qui met en place une feuille de route pour combattre ces allégations. Alors, d'après vous, qu'adviendra-t-il de ce bras de fer? D'abord, si un membre d'un parti politique n'a pas un point de vue à émettre sur la marche du Congo, c'est que ça ne sert à rien de faire de la politique. Le PPRD, c'est un parti au pouvoir de la majorité présidentielle. Il faut bien quand même qu'il milite, qu'il propose des idées, c'est tout à fait légitime. Et si Fayoulou, il est dans l'opposition avec son SID, bon, je ne sais pas combien de membres ils sont, mais s'il ne fait pas un débat pour contrer les points de vue de la majorité, à quoi ça sert qu'il fasse de la politique? Maintenant, il faut savoir quels sont les moyens à sa disposition, ça tient la route, c'est cohérent, c'est quoi lui-même son propre bilan en titre personnel, parce qu'il vous rappelle qu'il était de la majorité présidentielle. Il n'y va pas en titre personnel, il va avec son SID. Oui, mais SID, c'est combien de députés, c'est combien de circonscriptions? Mais le bras de fer est quand même engagé. Qu'adviendra-t-il, selon vous? Écoutez, madame, il ne faut pas trop donner d'importance aux gens qui ne sont audibles que dans leur quartier. Il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Oui, mais commencer, c'est bien. Mais si vous n'êtes que 3, et parfois vous êtes contradictoire dans votre démarche, laissez les Congos avancer avec la majorité de ceux qui font des choses. Aujourd'hui, la cohésion nationale est dictée, c'est le MLC, le PPRD, enfin la majorité autrefois PPRD, MSR et Kamitatou et les autres, le PALU, aujourd'hui FRC des Kengo, voilà, c'est un peu toute cette majorité des Congolais qui voient des choses dans le sens de construire un Congo fort dans cette partie de l'Afrique.
plus la diaspora qui aujourd'hui a son ministère, qui va pouvoir y apporter aussi son grain de sel. Le Congo, c'est une dynamique, madame. Ce n'est pas des rêveries de samedi soir. On va dire comme ça que le pouvoir en place minimise ses adversaires. Il n'y a pas à minimiser, il faut les écouter parfois. Mais s'il y a de la contradiction dans la manière de faire des choses, ce n'est pas bien. Je vous en donne une contradiction. M. Fayulu Kamere et même Steve Mbikai disaient on veut le vrai dialogue. Enfin, comme si tout ce que les autres ont dit, ce n'était pas un dialogue. Le dialogue, c'est parler, échanger, comme on est en train de faire avec vous. Il y a à peine une semaine, j'ai vu un point de vue, enfin, une contribution de Vital Kamere qui dit non, j'en veux plus du dialogue. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Si vous changez du point de vue dans le sens de ce que vous avez demandé le matin, même vos interlocuteurs occidentaux, ils ne comprennent plus rien. Parce que à Addis Abeba, on a dit qu'il faut qu'il y ait de la discussion entre et le Congo et les pays de la sous-région, y compris à l'interne, pour que les choses bougent. On va dire comme ça que le gouvernement en veut maintenant, que Vital Kamere dit non. Non, ça veut dire qu'il est contradictoire dans ce qu'il veut. Puisque ce n'est pas un imbécile, il a le droit de changer d'avis. Ah ben écoutez, c'est vous qui parlez d'imbéciles, moi je n'ai pas parlé. Est-ce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? Oui, mais si vous changez, vous n'êtes pas une jouette pour changer des petits points de vue du matin au soir. Il faut quand même avoir une cohérence dans la vie. La cohérence, c'est une certaine logique. La logique, c'est que si vous voulez un dialogue partagé de point de vue avec vos compatriotes adversaires politiques, je ne sais pas quoi, on vous dit, l'espace est là, vous fouillez. Ça veut dire que même si vous allez aux élections, vous allez encore perdre et vous allez encore dénoncer. Parce que le dialogue, il est fait dans quel sens? Que chacun apporte son contribution au niveau des Malu-Malu, au niveau de l'ONIP, au niveau de tout ce qui est mis en place, pour que chacun y apporte sa contradiction. Si c'est non pour le non, ça ne sert strictement à rien. D'accord. Alors, puisque vous parlez des élections, on est entré de plein pied. Récemment, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avait exhorté le gouvernement de la RDC à pouvoir mettre en place, à publier un calendrier à organiser des élections transparentes et crédibles, mais également à publier un calendrier global et détaillé en termes de budget. Alors, pourquoi cela tarde-t-il? Écoutez, je vous rafraîchis la mémoire. Les élections, c'est d'abord organisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les anciennes élections de 2011, c'est 80% de contribution de la RDC. Les futures élections, c'est exactement la même chose. L'Union européenne, par exemple, par la voix de Dumont, qui a parlé du calendrier global, c'est 11 millions de dollars sur le aller, 500 millions apportés. Vous pensez que la RDC va seulement s'accrocher aux 11 millions qui doivent venir sous condition? Parce que à chaque fois, on nous brandit toujours des conditionnalités pour faire des choses dans notre pays, mais les Congos se débrouillent toujours pour le faire. Sur le plan de la... Mais comment on peut se rendre compte du besoin si on ne publie pas un calendrier détaillé en termes de budget? Non, le calendrier, madame, on doit organiser les choses d'une manière séquentielle. On sait globalement que pour faire les élections locales, provinciales, des députés et même l'élection présidentielle, c'est à peu près 100 millions de dollars. Enfin, presque 1 milliard, pardon, de dollars. C'est beaucoup d'argent. Oui, donc, veut bien publier ces calendriers de manière globale et aussi de manière détaillée. Malu-Malu, c'est son travail. Mais pourquoi ça tarde? Il est en consultation permanente et avec les Congolais à l'interne et avec les partenaires de la communauté internationale. Et vous savez quand même que le temps fait défaut en ce qui concerne l'organisation des élections. Mais les choses se font. Il faut courir derrière le temps, n'est-ce pas? Il y a d'un côté l'ONIP pour identifier les Congolais. Il y a Malu-Malu qui travaille déjà depuis un certain temps. Il a déjà même publié un certain nombre de choses. Ensuite, il faut que le Parlement vote la loi électorale. Mais ces promesses de ceux qui veulent bien financer les élections, ça traîne toujours. Les étapes qu'on a déjà amorcées depuis jusque-là, mais de l'argent, où est cet argent? Non, c'est parfois de la diversion. Vous savez, à chaque fois quand on se rapproche des échéances et on dit « donnez-nous ces moyens », souvent ça ne vient pas. On l'a vécu en 2006. On l'a vécu en 2011. Déjà en 2011, nous manquions même des hélicoptères. L'Angola et certains pays, comme l'Afrique du Sud, nous ont prêté des avions à la dernière minute. Donc, on a un peu l'habitude. Donc, on va dire ceci explique cela. Oui, c'est-à-dire que nous n'attendons pas forcément que cet argent vienne pour qu'on puisse faire nos élections.
La preuve, l'ONU est déjà lancée, la preuve, Malumalu continue à travailler, la preuve, au niveau du ministère de l'Intérieur, du ministère du Plan, les gens travaillent, mais la contribution de la communauté internationale, c'est aussi nécessaire. Nous faisons partie de la communauté internationale. Donc, ce n'est pas de l'aumône, c'est leur devoir, leur, je dirais, engagement d'être aux côtés de la RDC, de nous accompagner. Donc, ça sera toujours le bienvenu. Mais il ne faut pas qu'on nous donne des fausses raisons de ne pas participer à la dynamique. Mais est-ce que vous pensez répondre à ma question? Laquelle? Quand est-ce que la publication d'un calendrier global et détaillé en termes de budget sera publié? Parce que ça tarde. Nous courons derrière le temps en ce qui concerne les élections. Non, non, c'est en cours. Demandez à Malumalu, allez à il y a déjà la maison des élections. Il y a toujours des réunions tout le temps avec la MONUSCO, avec le Conseil de sécurité, avec la structure qui pilote François Mwamba, hein, au niveau des suivis des accords d'Addis Abeba, l'accord 4. Toutes les choses avancent. Et la publication de ce calendrier global laissera incessamment se faire. Mais à notre et d'ailleurs, il faut retenir que les gens qui s'agitent pour avoir le calendrier global, pensant que forcément, quand il y a le calendrier global, s'il y a élection, l'opposition pourra avoir tel ou tel nombre de sièges, c'est faux. D'ailleurs, la plupart des partis politiques de l'opposition qui fuient aujourd'hui les débats, c'est parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils seront sur le terrain, ils vont perdre. Mais voilà, vous prédisez l'avenir très bien. Mais un autre souci, c'est le mode de scrutin. Alors, si on ne revise pas la loi électorale, on va dire comme ça que le mode de scrutin va rester, sera direct. Non, nous aurons toujours la loi électorale. Et en ce moment, on pourra nous aurons toujours la loi électorale qui sera adaptée. Conséquent? Non, nous aurons toujours la loi électorale, c'est aux parlementaires de faire ça pour rapport au mode de scrutin, proportionnel ou pas, on verra. Mais ça, c'est le débat au Parlement. Hein, au syndicat. Et si jamais on ne revise pas cette loi, au syndicat, non, certainement qu'on va réviser un certain nombre de choses au niveau des élections. Malumalu d'ailleurs attend que ça, la loi électorale. Donc moi j'ai pas de souci à se faire de ce côté-là. Les choses avancent, madame, je vous rassure. Je vous assure, les choses avancent, nonobstant les fuites en avant de ceux qui ont peur des élections. D'accord. D'ici le 10, entre le 10 et le 24 décembre de cette année, la CENI va publier la liste des électeurs à travers la République. Alors, on va dire comme ça qu'elle veut continuer à travailler avec le fichier de 2011 ? Ben c'est ça, justement, ce qui est plus important. L'arrivée de l'ONUP. Rappelez-vous qu'en 2006, l'UDPS n'a pas voulu participer au référendum sous prétexte qu'il n'y avait pas de recensement des Congolais. On ne savait pas combien on était. En 2011, il y avait beaucoup de manifestations dans la rue, ici, enfin surtout le jeudi, pour dire le fichier d'Ngoï Mulunda, on n'a pas confiance, il faut qu'on sache combien il y a d'électeurs. Aujourd'hui, nous avons l'Office national d'identification des Congolais, piloté par le professeur Lumanu et toute son équipe, secondé par la Banque mondiale, le ministère du Plan, etc. Il faut que ça s'accélère vite pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une vue des Congolais à l'intérieur du pays tout comme à l'extérieur du pays. Ça va compléter quoi? Rassurer les fichiers, avoir une certaine lisibilité de ceux qui vont élire, avoir des cartes d'électeurs, des cartes nationales d'identité. C'est un bon processus pour, encore une fois, éclairer l'opinion, notamment rassurer ceux qui ont toujours eu des doutes sur la franchise des choses. Mais qu'est-ce qu'on entend? Encore votre ami, que je ne citerai pas cette fois-ci, oui, c'est un prétexte pour pérenniser Joseph Kabila au pouvoir. Faux. Parce que, puisque vous parlez comment voulez-vous? Oui, puisque vous parlez de l'ONIP, le professeur Lumanu indique que le travail que va abattre cette structure fera en sorte que la liste des fichiers, la liste des électeurs sera facile. Et on va dire comme ça que cette fois-ci, la contestation ne sera pas au rendez-vous. Mais écoutez, quand on présente quand même l'identification de ceux qui doivent voter, les enfants qui sont en majorité aujourd'hui, ceux qui sont revenus dans notre pays, qui n'étaient pas là en 2011 quand on a voté. Bon, tout ceci va donner de la lisibilité. On doit savoir exactement comment nous sommes, avec des cartes d'électeurs biométriques. Qui ne demanderait pas ça, madame? Qui ne demanderait pas ça?
Moi, je suis offusqué, pour ne pas dire choqué, de constater que les gens qui demandent une chose le matin, l'après-midi, on leur propose cette chose, ils fuient. Non. Il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de dire, dans notre pays, les choses se normalisent. Et quand elles se normalisent, il faut évoluer avec. Parce que quand vous fuyez le recensement des Congolais, vous fuyez la carte d'identité, vous fuyez l'identification des Congolais, c'est que vous êtes pour la magouille. Vous êtes pour les choses pas très claires. Alors, donc c'est suspect. Alors, donc, on comprend par là que vous n'êtes pas de l'avis des Camérés qui pensent que cette structure est mise en place dans le but de pérenniser le chef de l'État. Manœuvre dilatoire de sa part. Et puis les Congolais ne le comprennent plus. Vous pouvez contester un fichier électoral et on dit voilà, maintenant on va identifier, vous dites non. Mais les gens qui ont la double nationalité, madame, les jeunes, les femmes, tout ceci doit être mis au clair avec l'argent des Congolais, avec l'argent de la communauté internationale, pour que vous ayez le cœur plutôt apaisé aux élections. Aujourd'hui, vous vous dites non, ça veut dire que vous êtes pour la magouille, donc c'est pas bon. Alors, on va regarder du côté de l'Est du pays, on va parler de la sécurité nationale. Le week-end dernier, il y a eu encore 37 personnes tuées à Béni et on ne comprend plus rien. Alors, d'après vous, quelle stratégie peut-on mettre en place pour finalement éradiquer ce carnage? Madame, nous venons de loin, la République démocratique du Congo. Quand Joseph Kabila a pris ce pays, il était en miettes. Et les tueries, c'était tous les jours. Il y avait des provinces qui n'étaient pas du tout contrôlables. Aujourd'hui, nous avons réunifié notre pays, mais la guerre qu'on nous mène à cause de nos richesses, de notre étendue, de nos terres fertiles, cette guerre va continuer. Et vous n'allez pas demander aux Ougandais, aux Rwandais, aux autres qui ont des vies sur notre pays, parce qu'il y a la démocratie ici, parce qu'il y a les choses qui avancent, d'arrêter leur manœuvre, enfin, si vous voulez bien, leur cabale contre la RDC. Et l'armée nationale qui fait un travail extraordinaire, qui est souvent boycotté, pour ne pas dire saboté, même par certains partenaires qui viennent chez nous. On a attrapé il n'y a pas longtemps des gens de la MONUSCO avec des tenues de la GR dans le but de discréditer ces corps d'élite. On a même vu que ceux qui avaient égorgé nos compatriotes à Béni portaient les effets des tenues de l'armée nationale. Oui. Nonobstant tout cela, l'armée continue le travail, la déstabilisation. En parlant de sabotage, vous pensez aussi, parce que Museveni vient d'annoncer, déjà ce 12 décembre, il va pouvoir accorder les statuts de réfugiés aux ex-M23. Vous pensez que c'est un sabotage également? Mais écoutez, est-ce que moi j'attends quelque chose de Museveni? Non. Je ne suis pas sincère, enfin il n'est pas sincère dans souvent beaucoup de choses. Et puisque c'est M23 qui devait en principe regagner Kamina. Ils abritent les ennemis du Congo, madame. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Il y a une déclaration congolaise, enfin une délégation de notre pays qui est partie là-bas pour récupérer ne serait-ce que nos compatriotes qui étaient induits en erreur par tous ces gens-là, pour les ramener chez nous. Tous les restes, ce sont des manœuvres dilatoires pour nous poser des problèmes souvent. Qu'ils soient réfugiés, pas réfugiés, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les Congolais qui ont été induits en erreur là-bas reviennent, que ceux qui ont des velléités toujours d'attaquer notre pays s'attendent à une résistance des Congolais. Je vous signale que dans la province de Béni, enfin dans le secteur de Béni, de Butembo, un peu partout, l'armée nationale est déployée davantage, comme au nord Kivu vers Goma et les environs, c'est stabilisé maintenant, et le travail continue. Ne pensez pas qu'on va nous laisser tranquilles, madame. Chaque fois, on aura toujours des agressions. C'est pour ça qu'il faut continuer à conforter notre armée, continuer à créer cet esprit national, nationaliste. Le patriotisme doit l'emporter sur tous les restes, d'où ces gouvernements de cohésion nationale. Les concertations nationales ont été convoquées pour galvaniser les Congolais pour lutter contre les agressions qui duraient des années et des années. Et c'est bien dommage que ceux qui pensent toujours, enfin, qui disent qu'ils sont pour le bien des Congolais, ils ne sont pas venus aux concertations nationales. Quand le gouvernement de cohésion qui doit lutter contre ces agressions est mis en place, ils ne sont pas là. Quand on identifie les Congolais pour qu'ils puissent savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas, ils contestent. Ça veut dire qu'ils sont des mèches avec les ennemis du Congo. Voilà, ce même 12 décembre, la déclaration de Nairobi va totaliser 1 an depuis sa signature. Alors, cependant, les M23 ne regagnent toujours pas Kamina. Ils refusent absolument de regagner Kamina et ils vont bénéficier le même 12 décembre de statut de réfugié de la part de Museveni. Alors, pensez-vous
qu'il y a d'autres stratégies à mettre en place pour pouvoir les contraindre qui est sûr, à regagner Kamina. Je vous l'aurais dit encore une fois, on a dépêché une délégation à Kampala pour aller récupérer certains de nos compatriotes. Il y en a d'autres qui sont... Mais ces ex-M23, mais dans la majorité de ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Ougandais, des Rwandais. Et la plupart sont déjà rentrés chez eux. Mais ceux qui vont bénéficier de ces statuts ne sont pas Congolais. Mais ils sont chez eux. Okay. Si Museveni donne statut de réfugiés politiques aux Ougandais, aux Rwandais, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, madame. Nous, si vous êtes Congolais... Et vous bénéficiez d'un statut de réfugié? Alors, c'est leur problème. Nous, on a envoyé une délégation là-bas pour récupérer nos compatriotes. Ceux qui se sentent Congolais... Ils sont venus? Attendez. Et parmi eux, quelques ex-M23. Dans quelques jours, il y a quand même une bonne partie de ceux qui sont amnistiés, qui sont chez nous. Dans cette équipe, il y a quelques ex-M23. Il y a les 330 identifiés qui doivent regagner chez nous. C'est un processus, les transports, etc. Maintenant, les autres, les Érythréens, Rwandais, Ougandais, etc., qui portaient la tenue pour combattre la RDC, s'ils sont rentrés chez eux et qui sont dans leur pays, qui restent chez eux. Nous, on a suffisamment des problèmes chez nous pour encore accueillir des gens qui nous ont fait du mal pendant longtemps, comme les FDLR, etc. Donc, on ne va pas encore ramener des gens qui n'ont pas vocation à rester chez nous. Mais alors, beaucoup pensent que jusqu'en ce moment-ci, beaucoup se posent la question de savoir qu'a fait le mécanisme de suivi jusqu'en ce moment-ci. Mais beaucoup de choses. Lisez un peu les rapports, madame. C'est une très bonne chose. M. Feingold et les autres qui étaient venus il n'y a pas longtemps à l'évaluation à Kinshasa, ils ont dit au niveau de la réforme de la police, au niveau des institutions, au niveau des concertations avec les retombées, au niveau des lois d'amnistie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites découlant de cet accord cadre. Mais la RDC a fait autant d'avancées, sauf les pays de la sous-région. Allez au Rwanda, s'ils ont seulement ouvert une brèche de dialogue inter-rwandais, rien du tout. Allez en Ouganda, on a dit pas d'agression. Eh bien, tous les jours, on nous envoie des gens qui viennent terroriser nos populations là-bas. Donc, on ne peut pas être les dindons de la farce. Nous, on fait des avancées et les autres ne font pas. C'est pour ça qu'il faut consolider l'unité nationale, qu'il faut travailler beaucoup, pour que même si vous violez vos propres signatures, que le Congo soit prêt à se défendre. D'accord. Monsieur Kassamba, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres pendant 45 minutes d'entretien qui reviendra pour vous demain à 7h30, mais également le jeudi à 23h. Restez avec nous parce qu'après moi, c'est le sport avec Belinda et surtout, très belle semaine à toutes et à tous.